Bon, pour poursuivre le travail d'amélioration de l'environnement, un peu dans le même esprit que Wangari Maathai, Bill Mollison propose lui aussi une manière d'améliorer l'environnement, pas seulement en plantant des arbres, mais en revoyant la manière dont on habite le territoire. Il propose la permaculture comme manière d'habiter le territoire. Qu'est-ce que c'est la permaculture? C'est une manière de dessiner l'occupation qu'on va faire du territoire qui suppose une éthique dans laquelle on va respecter la terre, ensuite respecter les humains, puis ensuite assurer un partage équitable de ce qu'on va arriver à produire avec la terre. Ça implique un changement assez radical de la manière dont on approche l'agriculture. Au lieu de faire l'agriculture comme on le fait traditionnellement chez nous en faisant des grands champs dans lesquels on fait pousser une seule chose, bien, les permaculteurs proposent qu'on s'inspire de ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, ça n'arrive pas souvent qu'il y a des grands champs avec rien qu'une espèce de plante. Parce que quand il n'y a rien qu'un grand champ avec rien qu'une espèce de plante, quand la sorte de bébite qui mange ces plantes-là arrive, là, bien, elle se paye la traite. Puis on le voit d'ailleurs avec les monocultures d'épinettes qu'on essaie de faire pousser. Bien, les tordeuses de bourgeons d'épinettes arrivent, puis ils les mangent, ils se payent la traite. Si on avait des forêts plus diversifiées, plus biodiversifiées, bien, on pourrait se permettre de perdre quelques épinettes, puis se concentrer sur les autres essences d'arbres. C'est ce que les permaculteurs nous proposent. Ils nous proposent d'avoir des territoires qui vont être garnis d'une grande biodiversité. Puis dans cette biodiversité-là, on va inclure des plantes qui vont avoir plusieurs rôles, qui vont nous nourrir, mais qui vont aussi nourrir la faune ambiante, puis qui vont jouer un rôle aussi pour améliorer la fertilité du territoire sur lequel on les installe. Au lieu d'avoir rien que des bledins qui bouffent toute l'azote du sol, puis sur un sol qu'on est obligé de beurrer de fumier après pour essayer de le faire survivre, ben, les permaculteurs vont proposer qu'on ait une diversité de plantes qui vont jouer plusieurs rôles chacune. Il va y avoir des plantes qui vont produire de la nourriture, mais qui vont aussi fertiliser le sol, qui vont fixer l'azote, qui vont améliorer la structure du territoire, qui vont protéger le sol contre l'érosion. Les plantes vont comme ça avoir plusieurs rôles différents. Tu sais, si j'ai des poules, ce ne sera pas juste pour avoir des œufs, ça va être aussi pour avoir de la chaleur dans ma serre en hiver, ça va être aussi pour avoir un travail de désherbage que vont faire les poules, pour avoir un travail de lutte contre les limaces que vont effectuer mes poules. Donc, les permaculteurs vont penser l'occupation du territoire de manière holistique avec des fermes très biodiversifiées qui s'inspirent de la nature comme source d'enseignement. Une forêt naturelle, c'est la meilleure source d'enseignement selon les permaculteurs pour savoir comment construire un écosystème diversifié, équilibré, qui s'auto-fertilise puis qui nous nourrit en même temps. C'est maintenant un modèle d'agriculture qui se répand assez rapidement. Puis il y a des pays qui l'intègrent dans leur politique agricole. Bill McKibben, pour sa part, propose avec l'organisation 350.org qu'on se donne comme objectif de ramener le CO2 dans l'atmosphère à 350 ppm de CO2. On est maintenant un peu plus que 410, 415 selon la saison. C'est beaucoup trop. Pour qu'on ait disons, une température planétaire relativement stable, il faudrait ramener ça à 350 ppm de CO2 selon les travaux de l'Institut Goddard. Puis on n'y est pas. En ce moment, c'est encore en train de monter rapidement. Il faut qu'on freine, puis il faut qu'on fasse rebaisser ça. C'est ce que Bill McKibben propose avec l'organisation 350.org. Une organisation, encore une fois, mise sur pied par des étudiants d'un professeur qui leur a proposé de diffuser le chiffre 350. Puis on fait survenir des manifs partout sur la planète pour souligner le chiffre 350, pour que les gens prennent conscience de l'importance, tous ensemble, de viser une atmosphère avec 350 ppm de CO2. Catherine Houdon nous a proposé un chemin pour qu'on y arrive. C'est un chemin qui est controversé, le chemin de la géo-ingénierie. Qu'est-ce que c'est la géo-ingénierie? C'est la prise de contrôle technologique sur la température de notre planète. Ce qu'on propose dans la géo-ingénierie, compte tenu qu'on a la difficulté à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on propose d'utiliser la technologie pour recapter artificiellement le CO2 qui est dans l'atmosphère en surcharge, puis pour
empêcher le rayonnement solaire de surchauffer la planète en bloquant le rayonnement solaire ou en reflétant le rayonnement solaire vers l'espace. Donc, c'est deux grands ensembles de solutions technologiques. Les solutions qui passent par la captation et la séquestration du CO2, puis les solutions qui passent par la gestion du rayonnement solaire. C'est des technologies démesurées là, qui sont proposées, genre fertiliser les océans pour que les algues apparaissent puis qui captent du CO2, déployer des nuages artificiels pour bloquer le soleil, mettre dans l'espace des parasols spatiaux pour réfléchir le soleil avant qu'il rentre dans l'atmosphère, peindre les montagnes en blanc pour qu'elles reflètent le soleil. Vous voyez la taille des solutions qui sont proposées. Il y a aussi des solutions plus mesurées. Capter le CO2, on peut le faire avec un reboisement massif. Si ce reboisement-là est nourricier, ben, ça va capter le CO2 d'une manière qui, en plus, va nourrir le monde. Puis si on brûle le bois pour en faire du charbon de bois, puis qu'on l'enterre, ben le charbon de bois, ça se mange pas, ça. Ça fait que les petits insectes du sol qui sont capables de manger du bois ne sont pas capables de manger du charbon de bois. C'est que le charbon de bois reste là pour très longtemps. Ça fait que ça séquestre encore mieux le carbone dans le sol que quand on le laisse sous forme de bois. Donc ça, c'est les solutions qui sont proposées par la géo-ingénierie. Si on n'arrive pas à régler le problème démocratiquement en utilisant des outils comme ceux-là, ben, il y en a qui proposent qu'on arrête d'essayer démocratiquement puis qu'on essaye en suspendant la démocratie. C'est la solution que Laurie Lebel nous a présentée en nous parlant d'écofascisme. Les écofascistes, c'est ceux qui croient qu'on devrait suspendre la démocratie puis mettre en place une dictature écologiste qui fermerait les frontières pour qu'on évite de laisser les populations qui scrapent leur environnement venir scraper le nôtre, qu'on abandonne le développement technologique, qu'on revienne à une vie plus respectueuse de l'environnement de force, puis qu'éventuellement, s'il le faut, qu'on euthanasie une partie de la population, les déficients par exemple, de manière à ce que la planète puisse survivre, qu'on arrête de dépenser des ressources pour entretenir la vie de gens qui ne servent à rien, qu'on stérilise une partie de la population. Vous voyez à quel degré disons, de violence les solutions proposées par les écofascistes peuvent se rendre. C'est un peu préoccupant de voir que des gens pensent de cette manière-là. Mais si on s'aperçoit que les océans meurent et qu'on est tous menacés de mort à cause de la mort des océans, ça pourrait arriver qu'on finisse par se dire qu'il faudrait essayer quelque chose, tu sais, puis notamment imposer de force une partie des décisions qui sont nécessaires pour le bien de l'environnement. C'est ce que proposent les écofascistes. Essayons de régler les problèmes environnementaux avant que les autres prennent le pouvoir. Pour régler les problèmes environnementaux, il y en a qui proposent des solutions un peu plus soft, comme le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité qui nous propose de faire moins de bébés, le moins de bébés possible, et qui nous disent qu'en faisant moins de bébés, ben, on va moins polluer, parce que les bébés, ben, ça pollue, puis ça fait des humains de plus pour briser les cycles naturels de la planète. Pour être sûr que le monde ne font pas de bébés, on va pouvoir les surveiller partout avec leur téléphone cellulaire maintenant qu'on a développé la possibilité de surveiller tout le monde, comme on l'a entendu dans le cyberfascisme, hein, présenté par Raphaël Hudon-Muret. Qu'est-ce que c'est le cyberfascisme? C'est la possibilité que les gouvernements ont maintenant de surveiller tout le monde partout, grâce à des appareils déployés partout de télécommunications qui écoutent tout ce qu'on dit, qui regardent nos communications, qui surveillent à travers 2 caméras par téléphone qu'est-ce qui se passe autour de nous. Ce cyberfascisme-là, il y a quelques décennies, c'était une lubie de science-fiction. On voyait ça dans 1984 et on se disait que ça ne se pouvait pas. Mais maintenant, on est en train de souhaiter que nos téléphones nous surveillent pour pas qu'on pogne la COVID-19. Ça veut dire que ça arrive des fois que des histoires de science-fiction lointaines se produisent dans la vraie vie. D'ailleurs, le cyberfascisme, c'est en train de pas mal se déployer en Chine, où les citoyens sont surveillés non seulement pour les gestes qu'ils posent eux-mêmes, mais aussi pour les gestes que leurs amis posent. Fait que j'imagine la pression sociale que ça installe sur tout le monde. Les caméras sont partout. Puis en plus, non seulement on est surveillé, mais en plus, des idées nous sont propulsées dans la tête par les mêmes outils qui servent à nous surveiller. Vous voyez à quel point on est dans un drôle de moment. Anne-Sophie Tremblay, qui nous préparait un exposé oral sur le cyberpunk, et c'est son rôle de nous présenter
le mouvement littéraire qui présentait ces possibilités-là déjà dans les années 40, 50, 60, 80, 90 surtout, qui regardait vers le futur, qui voyait venir un futur super technologique où les gens perdraient leur liberté, puis où on serait géré par des machines qui nous surveilleraient partout. Quand on voyait ça dans le futur, dans les romans d'anticipation des années 80, ça aurait valu la peine qu'on lise entre les lignes parce que il y a beaucoup de ces prévisions-là qui se sont avérées. Avec le cyberpunk, c'était un mouvement de roman d'anticipation qui avait quelque chose de philosophique important. D'ailleurs, Jérémy Fortin vous en a parlé dans son exposé oral sur la singularité technologique. C'est plus de la science-fiction maintenant de voir l'intelligence artificielle se développer. Nos téléphones maintenant sont capables de comprendre ce qu'on se dit, comme vous avez pu le constater si vous utilisez le dictaphone sur votre téléphone cellulaire. Je l'utilise régulièrement. Ça fait des fautes, mais on les corrige. Mais quand même, ça comprend ce qu'on dit quand même. C'est intéressant. Donc, la singularité technologique, c'est une hypothèse. C'est l'hypothèse qui veut qu'à force de doubler de puissance à chaque année, on va finir par avoir des ordinateurs qui vont dépasser notre intelligence. Puis, une fois qu'ils vont avoir dépassé notre intelligence, ils vont prendre le relais pour la création des prochaines générations d'ordinateurs. Puis là, le mouvement va s'emballer, puis on va finir par les regarder faire, puis les regarder devenir beaucoup plus intelligentes que nous. Ces machines-là qui vont finir par nous gérer, comme nous autres, on gère le reste des affaires qui sont moins intelligentes que nous autres. Fait que pour éviter que ces machines-là s'emballent puis deviennent plus intelligentes que nous, il y en a, puis c'est le sujet d'exposé oral qui a été octroyé à Benoît Fortin. Il y en a qui proposent qu'on devienne nous-mêmes plus intelligents. C'est les post-humanistes. Les post-humanistes, ils proposent qu'on devienne mieux qu'on ne l'est actuellement en améliorant notre génétique, en améliorant notre pouvoir cognitif, en améliorant notre connexion à Internet,